Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on discute du projet Géoparc à Percé avec M. Jean-Philippe Chartrand. Donc, pour faire des chiffres ronds, grosso modo, si on prend les trois principales sources de revenus que sont les entrées au pavillon en montagne, le stationnement et les revenus du camping, on parle d'environ, et à ça s'ajoutent d'autres services, randonnée guidée, vente de produits dérivés, salon de thé, etc. Mais si on se concentre, l'ensemble, on parle d'environ 1 million annuellement. Et le 17 mai dernier, à la mutinerie de Chandler, M. Ronald Bérubé lançait le livre « Je raconte Claude Duguay », l'histoire d'un médecin spécialiste ayant pratiqué dans la ville de Chandler. Bon, et à partir de là, on a travaillé. Je l'ai enregistré pendant un certain nombre de séances. Et puis après ça, je me suis mis à écrire. J'ai rencontré des gens de son entourage. Je suis venu à Chandler. Si vous saviez Duguay, quand il te fait visiter Chandler, t'as l'impression que ça lui appartient. Ça fait partie de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Ça a été extrêmement plaisant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici, édition estivale. Jeudi dernier, le 16 mai, une conférence de presse avait lieu à l'hôtel Normandie de Percé pour faire le point sur la situation du projet d'un géoparc à Percé. Regardons ensemble l'entrevue que j'ai réalisée à ce sujet. Bien, Mesdames, Messieurs, nous recevons maintenant en studio M. Jean-Philippe Chartrand, consultant pour la firme OPR, qui opère à Percé. M. Chartrand est avec nous aujourd'hui à l'émission Reflet d'ici pour discuter du projet Percé l'incontournable. Alors, bonsoir M. Chartrand. Bonsoir M. Da Silva. Vous allez toujours bien? Ben oui, merci de me recevoir. Ça fait grand plaisir. Vous avez un petit bout qu'on ne s'était pas vu? Oui, presque un an. Presque un an, et puis depuis ce temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à l'intérieur du projet. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me dis, profitons de l'occasion et ayons un petit entretien pour faire un peu le portrait de ce qui s'est passé, où on en est rendu. Et la semaine dernière, pour ne pas dire le jour et la date, jeudi dernier, le 16 mai, à l'hôtel Normandie de Percé, il y a eu une conférence de presse qui présentait vraiment là, une structure de financement pour faire cheminer le projet. Bon, on va tout de suite débuter en faisant peut-être un bref historique de ce qui s'est passé depuis les débuts. Donc, peut-être nous rappeler en quoi concerne le projet sur lequel vous travaillez en tant que tel. Oui. Donc, au cours des dernières 2 années, on a travaillé à différentes études complémentaires pour l'avancement d'un concept de développement touristique. On en avait parlé ici en ondes à quelques reprises. Les capsules, il y a un an qu'on avait fait, c'était pour parler de ce projet-là à Percé. Il y a déjà une réalisation concrète qui se prépare, qui est la composante parc régional, qui faisait partie de cet ensemble, de ce concept qui avait été surnommé Percé l'incontournable. Donc, le parc régional, ça continue, ça se travaille. On a même une organisation qui va jouer le rôle de promoteur dans ce projet-là. Et c'est cette organisation-là qui prenait la parole la semaine passée face aux médias, justement. Donc, il y a eu plusieurs avancées. Il y a eu des consultations publiques aussi. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu depuis un an? On se rappelle, en mars 2012, consultation publique ayant pour sujet, justement, le parc régional qui vise le territoire Mont-Saint-Anne, Mont-Blanc, les sentiers qu'on connaît déjà dans ce secteur-là, mais aussi toute la fusion, l'intégration du camping Baie de Percé qui est au pied de la montagne. Alors, intégrer ce camping de propriété gouvernementale à l'intérieur du parc régional pour en faire une entité autonome, fonctionnelle, c'est la base du projet. L'autre, je dirais, avancée qu'il y a eu par rapport à ça, il y a eu le choix stratégique d'utiliser le terme géoparc pour mettre de l'avant le concept, le projet même de parc régional à Percé. Donc, un géoparc, on va en parler tout à l'heure un petit peu plus dans le détail, mais je continue mon survol. Oui. Au cours de la dernière année, un site web a vu le jour, géoparcdepercé.com, où les gens peuvent aller consulter l'information technique et avoir quelques définitions, des résultats d'études qui ont été faits, le résultat de la consultation publique, entre autres. Donc, on peut consulter beaucoup d'informations via ce site web-là. L'autre, je dirais, fait saillant au courant de la dernière année, c'est en novembre dernier, en 2012, novembre. Alors, il y a eu la fondation de la coopérative. Donc, la coopérative est une organisation qui a été créée sur mesure pour répondre aux besoins de ce projet de parc régional. Donc, coopérative du Géoparc de Percé. Et finalement, en mars dernier, mars 2013, il y a eu les dépôts des demandes de financement. Alors, c'est vraiment le dernier droit, le dernier sprint
qui va mener à la réalisation du projet. Tout se joue là-dessus. Obtenir ou non le financement, ça va être vraiment l'étape déterminante pour la suite du projet. Bien, maintenant, abordons la structure d'encadrement de la coopérative en tant que telle. Ça consiste en quoi, la structure en tant que telle, et puis c'est formé de gens du milieu? Oui, tout à fait. Donc, au cours des 2 années et demie sur lesquelles il y a eu différentes études complémentaires, beaucoup de consultations, il y a eu 6 événements publics incluant la consultation publique, donc des événements où on a livré de l'information, on a écouté ce que les gens avaient à nous dire. La volonté du milieu, que ce soit vraiment des gens de la communauté qui s'impliquent, mais aussi qu'on ait des gens d'affaires, du tourisme, qui soient impliqués, qui investissent dans le projet, c'est vraiment une position de la population qu'on a entendue à répétition. Les gens ne souhaitaient pas voir la ville de Percé assumer ce risque, ce que j'appellerais se lancer en affaires dans le secteur touristique. C'est vraiment quelque chose qui est un sujet sensible, pour ne pas dire chatouilleux. Alors, la préoccupation qu'on avait des citoyens et des gens d'affaires, c'est de dire c'est un projet d'affaires, il faut que ce soit contrôlé par le milieu des affaires. Alors, c'est une position qui est exprimée à répétition. Le besoin de voir des capitaux privés investis dans le projet, c'est revenu aussi, c'était mentionné à répétition. Et on a regardé différentes formules. Il y a eu des organismes, il y a 2 organismes sans but lucratif auxquels je pense qui auraient pu s'impliquer et prendre en charge la réalisation de ce projet-là. Ça ne s'est pas concrétisé. Donc, on a créé sur mesure la coopérative Géoparc de Percé pour répondre aux besoins spécifiques du projet. La coopérative doit faire ça, c'est sa mission principale, gérer le parc régional. Elle ne sera pas mêlée à travers des démarches de promotion ou de développement local ou tout ça. Mission prioritaire, Géoparc de Percé. Donc, on parle de gens qui sont probablement des commerçants? Oui. Qui croient au projet, qui connaissent le projet et qui appuient le cheminement des différentes choses qui sont présentées dans le projet en tant que tel. Tout à fait. Vous sortez un mot important qui est le mot « appui ». Donc, cette coopérative-là regroupe des gens intéressés par la bonne marche du projet, par la réalisation, par le succès du projet. C'est très important. Et le statut de membre qui a été défini lors de la fondation de cette coopérative-là, ce sont des membres entreprises, ce sont des entreprises touristiques locales qui investissent dans le projet. C'est une coopérative de solidarité dans le sens qu'il y a les membres entreprises et il y a une deuxième catégorie de membres qui sont des organismes du milieu dédiés à des missions de développement économique, entre autres. Donc, on touche vraiment 2 paliers. Il y a des organismes à but non lucratif des organismes du milieu. Pouvez-vous donner quelques exemples? Oui, donc le CLD est un membre de soutien. Donc, la catégorie membre de soutien, c'est des organisations qui sont là pour leur expertise technique, leur savoir-faire. Ils sont là pour supporter les coopérants. On pense à l'Office de tourisme du Rocher-Percé. Ça va de soi. Ça va de soi. La Société de développement économique de Percé, qui a aussi mis des fonds dans le projet. Donc, j'allais oublier Société d'aide au développement des collectivités, SADC. Donc, on a des organisations sérieuses dédiées au développement économique qui s'impliquent par leur capacité d'aider techniquement les coopérants, de les conseiller et leur capacité d'investir, bien sûr, dans le projet. Les autres membres sont des organisations, des entreprises qui sont là plus pour leur savoir-faire au niveau des opérations. On parle d'un nouvel attrait, il va falloir engager des employés, il va falloir créer une programmation de services, donc gérer le plan d'affaires. Structure administrative, donc, au fond. Exactement, structure administrative. Donc, toutes ces étapes-là sont importantes. On a besoin de l'expertise de gens d'affaires qui sont habitués de la réalité de Percé avec ces cycles où ça peut être très exigeant pendant l'été, l'automne, le printemps au niveau du travail, un peu plus calme en hiver, saison dédiée pour le développement. Alors, on va en parler un peu plus essentiellement, tard, le regroupement, la coopérative, c'est un regroupement de gens d'affaires majoritairement, presque 20 membres déjà qui adhèrent et la contribution de chacun est de 10 000 $. Alors, on parle de presque 200 000 $ en capitaux propres, en capitaux qui déjà accompagnent le projet. investis pour la réalisation du projet.
Puis ce qui est beau, c'est qu'on va en parler un peu plus tard dans l'entrevue, mais on voit vraiment là, qu'on a une vision de développement sur un mode de fonctionnement 12 mois par année. Naturellement, il y a toujours une question de rentabilité dans ce qu'on veut voir comme réalisation et ce qui va être capable de se faire de façon raisonnable sur le terrain. Mais on a la vision d'y aller sur le 12 mois. Là. Exactement. Donc, on a déjà quelques services touristiques offerts à PRC en saison hivernale. Je reconnais, c'est très modeste, mais il est possible quand même d'avoir accès à une chambre d'hôtel à PRC en hiver, à un restaurant, notre caisse populaire est là, la SAQ, l'épicerie. Alors, il y a des services de base, mais ça nous prend un attrait. Ça nous prend des activités à faire et ça va être le mandat du Géoparc. Il y a même certaines entreprises qui opèrent en période hivernale. On a parlé des chiens de traîneau. Exactement, oui. Si on s'étale effectivement dans le Grand Percé, vous faites bien le souligner, il y a déjà des activités, d'autres services qui se greffent à tout ça. Des activités très intéressantes en passant. Regardons un peu la structure financière de tout cela avant de tomber là, dans les explications que je vais avoir. Là, c'est quoi un géoparc, en quoi ça consiste tout cela, puis pourquoi avoir choisi ce nom-là. Regardons la structure financière. Comment vous voyez ça? OK. Ouais. Bien, c'est pas une question de comment je vois ça, mais vous êtes un peu le porte-parole, là? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, le projet, de la façon qu'il a été présenté en consultation publique il y a un an, le coût de projet était de 7,7 millions pour des infrastructures, entre autres la camping Baie de Percé et toute sa rénovation. On parle aussi du pavillon en montagne, alors pavillon que les gens pourront y avoir accès à pied ou par un service de navette. Mise aux normes des sentiers, des belvédères, tous les points d'intérêt sur le terrain, avoir des abris, des installations sanitaires de qualité aux normes, le stationnement qui devrait être construit à même le camping Baie de Percé. Alors, donc, il y aurait un déplacement par rapport au stationnement actuel? Tout à fait. Il y a un nouveau stationnement qui serait aménagé. Par contre, mais donc ça permettrait à mettre en œuvre le plan d'urbanisme de Percé et l'application des règles en matière de stationnement tarifé, parce qu'actuellement, il faut le reconnaître, il y a une situation anarchique actuellement. Alors, on ne veut pas que Percé se transforme comme un grand stationnement sous les impulsions des lois du marché et du secteur privé. On doit respecter un certain cadre d'urbanisme. Une stratégie de développement sur le long terme en ce qui concerne le bord de mer, c'est un endroit précieux qui doit être convivial, adéquatement aménagé, qui doit être beau, impeccable, invitant. Et le stationnement pour les voitures, on peut dédier facilement des terrains plus côté, je dirais, montagne ou côté terre, comme on dit. Donc, on se concentre vraiment sur la montagne et ce qui entoure le bas de la montagne, dans le fond. Exactement. Et ce nouveau stationnement-là qui est créé, c'est ça la force du projet, c'est que ce problème-là, de manque de stationnement à Percé, on le tourne en opportunité d'affaires. Donc, on crée un stationnement tarifé et les revenus créés, les revenus générés vont aller au service de l'attrait nouveau qui est le parc régional, qui est surnommé Géoparc de Percé. Alors, il y a quelques années, on parlait d'un problème de stationnement à Percé. Maintenant, on parle d'opportunités et de sources de financement pour un attrait nouveau. Et puis, au niveau des autres partenaires, cheminement en ce qui concerne le terrain de camping en tant que tel, là, à l'heure où on se parle, c'est propriété de la Ville? Actuellement, le camping Baie de Percé est propriété du gouvernement du Québec, opéré par la CEPAC, la Société d'État, Société Établissement de plein air du Québec. CEPAC a le mandat d'opérer ce camping-là. Mais les négociations ont eu lieu et l'entente, même je dirais l'entente de principe, si je peux appeler ça comme ça, c'est réglé. La Ville est en train de procéder à l'achat du camping auprès du gouvernement. La CEPAC a déjà donné son accord par rapport à cette transaction-là. Alors, il reste à officialiser avec le Conseil du Trésor. Donc, à partir du moment où la Ville en devient propriétaire, la Ville va le céder à la coopérative? En fait... Ou le vendre, y a-tu... Le principe, c'est vraiment ce qu'on appelle une délégation de gestion. La Ville tient à demeurer propriétaire de ces terrains-là, en garder le contrôle. Elle veut les rendre disponibles au service du projet. Donc, la coopérative aura une entente pour pouvoir aménager et gérer les activités sur ces terrains-là, mais la Ville de Percé va demeurer propriétaire. Ce qui lui permettra, sur certaines portions du terrain, de faire, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 25 ans, procéder au développement qu'elle souhaite réaliser. Donc, pour la Ville de Percé, un des objectifs, c'est de sécuriser ces terrains-là pour le long terme.
Alors, on sait à quel point ce terrain, cet immense terrain au centre du village est stratégique pour tout développement au cœur de Percé. Alors, la ville voit dans cette situation-là une belle opportunité et elle a maintenant un interlocuteur, il y a maintenant un promoteur qui est la coopérative Géoparc de Percé qui peut prendre en charge l'opération de l'attrait touristique sans charge pour la ville. Alors, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Êtes-vous au courant de la valeur nominale du terrain en tant que tel? De quelle façon va se faire la transaction? Il y a des chiffres qui ont sorti à la conférence. Est-ce que c'est possible d'en parler un peu? Bien, actuellement, comme je vous dis... Ne serait-ce que pour montrer aux gens la valeur que pouvait avoir ce terrain-là, parce que ça ne sera pas un don, il va y avoir quand même... Exactement. Donc, les règles au niveau du gouvernement du Québec, depuis quelques années déjà, il n'y a plus d'entente possible de ce qu'on appelait des ventes pour une pièce, exactement. Ouais. Ça s'est fait beaucoup, mais maintenant, au gouvernement du Québec, il y a une règle où les infrastructures du gouvernement du Québec doivent être vendues à leur juste valeur marchande. Exactement. Alors, l'évaluation indépendante qui a été commandée l'été dernier a identifié le chiffre de 400 000 $. Alors, on peut trouver que c'est un gros montant, mais quand on regarde la superficie de ce terrain-là, qu'on imagine s'il était coupé en morceaux, loti, s'il y avait des développements de nouvelles rues, des nouvelles constructions au niveau commerce ou résidence, on imagine très facilement à quel point pour la ville de Percé, ça peut devenir une opération profitable. Est-ce qu'on peut dire que de par cette opération, la ville devient tout un partenaire? Tout à fait. Donc, c'est vraiment une relation de partenariat qu'il faut établir entre la coopérative et la ville. Et actuellement, là, il y a un protocole d'entente qui est en élaboration et on souhaite conclure une entente formelle au cours de l'été. Donc, c'est quand même assez rapide. Tout à fait. Évidemment, cette entente-là va être conditionnelle à la réalisation du projet qui dépend du financement. Donc, je parlais tout à l'heure, 7,7 millions. Une demande de financement a été logée auprès du gouvernement fédéral pour 2,4 millions. Et du côté du gouvernement du Québec, c'est un autre 2,4 millions qui sera financé par différents ministères et programmes. Mais je le rappelle, toutes les sommes qui sont demandées sont au sein de programmes réguliers, des montants qui sont disponibles. Alors, on attend le feu vert des deux paliers de gouvernement à ce niveau-là, mais ce sont des demandes qui sont réalistes et qui cadrent dans les programmes financiers dédiés au développement économique. Et connaissant très bien moi-même le processus à suivre pour les structures de financement, c'est dans les mains des différents paliers. Et puis, ce que vous disiez en conférence de presse de mémoire, c'est que le taux, au moins, est considéré comme acceptable, répond à l'ensemble des critères. Ça fait déjà, donc, la balle est dans leur camp. Oui, ça fait déjà deux mois et demi que le dossier est à l'étude dans ces organisations-là. Le lien a été fait de façon constante avec les fonctionnaires responsables des différents programmes à l'étude de notre dossier. Donc, la relation est bonne. On échange l'information couramment, mais depuis quelques semaines, de leur côté, ça semble complet dans le sens qu'on n'a pas d'autres demandes à ce niveau-là. Et c'est sûr que le reste des sommes, le promoteur en assume une partie. Il y a des fonds disponibles aussi au niveau local, au niveau de la MRC. Et dans le cadre du projet, l'organisation, la coopérative, est capable, à même les revenus, est capable de rembourser des prêts. Donc, il y a des emprunts qui sont contractés. Tout ça sans affecter les finances de la ville de Percé ou la participation financière des citoyens. Donc, le projet est capable d'opérer de façon complètement autonome. C'est une de ses grandes forces. Advenant le cas où le projet de stationnement sur le terrain de camping va quand même rester une bonne partie qui va pouvoir être utilisée en tant que camping toujours, là. Tout à fait. Donc, le camping, on parle d'environ entre la moitié et le 2/3 des sites qui vont rester l'offre de camping dans le centre du village. Avec une stratégie un peu différente. Exactement. Il n'y aura pas de Wanabago de 65 On appelle ça le camping d'expérience, plus tourné vers les familles, le prêt à camper. Exactement. Donc, on peut laisser sur place déjà aménager certains types de tentes. Certains le font avec des yourtes, des tentes prospecteurs ou autres. Tout équipé. Il y a vraiment une demande, il y a vraiment une tendance pour ce genre de produits-là, ce genre d'expérience-là. Alors, moi, je dis toujours à la blague, est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un nouveau type de camping sans voir la traditionnelle
table de pique-nique, rond de feu. Mais marié un stationnement avec un terrain de camping, est-ce qu'il y a une stratégie qui a été pensée là-dessus? Bien, effectivement, il faut les séparer géographiquement sur le terrain et le stationnement, lui, doit être isolé par une barrière végétale. Donc, on va planter des arbustes, des arbres, c'est prévu dans les plans. Et évidemment aussi, il y a une autre zone qu'on ne parle peut-être pas assez souvent dans le projet, mais qui est très importante. C'est moins commercial, mais c'est vraiment important dans le cadre du projet pour l'ambiance que ça donne, c'est qu'il y aura une zone de jeu et de loisirs. Donc, pour tous les résidents de Percé, ils auront accès à terrain de jeu, jeux pour enfants, et ça sera l'espèce de zone tampon entre le stationnement et le camping. Alors, vous imaginez, les gens qui viennent à Percé pour la journée, qui se stationnent, ont tout près accès à une zone de jeu et de loisirs. Les campeurs qui seront l'autre côté de la zone et tous les résidents de Percé, localement dans le village, pourront s'y rendre à pied ou au niveau du Grand Percé, on pense à Prével, Val d'Espoir, Cap d'Espoir, des gens qui venaient passer la journée et utiliser la zone de jeu et de loisirs. Donc. Pour bien comprendre le financement en tant que tel, en ce qui concerne ce point spécifique-là, advenant le cas où il y a des profits au niveau du stationnement et du terrain qui est utilisé à la fois comme camping et stationnement, la coopérative fait des profits. Qu'est-ce qui arrive avec ces profits-là? Excellente question. Déjà, au niveau des règlements généraux de la coopérative, c'est statué. Il n'y a pas de ristourne, il n'y a pas de remise aux coopérants. Tous les profits sont réinvestis dans le projet de Géoparc de Percé ou éventuellement, théoriquement, si on aurait beaucoup de profits, les fonds pourraient aller vers d'autres types de développement touristique qui seraient considérés, qui pourraient émerger au cours des prochaines années. Mais pour l'instant, la priorité, c'est vraiment de réinvestir les profits dans ce projet-là, le Géoparc de Percé, s'assurer qu'il soit bien solide commercialement au niveau des opérations. J'imagine que vous devinez ma deuxième question, si c'était le contraire. À ce moment-là, comme toute organisation indépendante, elle devra négocier avec ses créanciers ou considérer certains ajustements au niveau de ses opérations, toujours pour s'assurer d'une pérennité, d'une rentabilité. Est-ce qu'au niveau de la Ville, il va y avoir une responsabilité face à une situation où ce serait pas rentable? C'est pas ce qu'on souhaite, mais le payeur de taxes de Percé pourrait peut-être se poser la question là-dessus. Là. J'imagine que c'est une question qui est apparue, ça? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on arrive avec un fonctionnement comme on a en ce moment. Il n'y a pas de lien de responsabilité entre ce qui se fait au niveau de la coopérative et la Ville. Donc, la coopérative pourrait absorber un déficit et elle a la responsabilité en tant que gestionnaire coopératif de voir à ce que le tout se fasse de façon convenable. Ouais. Donc, vous comprenez bien l'importance d'avoir des gens d'affaires qui opèrent déjà dans la sphère touristique à Percé. Ils connaissent leurs clients, ils connaissent leur marché. Ce sont des gens qui sont en affaires souvent depuis plusieurs années, ou pour pas dire de plusieurs générations, des entreprises qui se sont cédées de père en fils. Et donc, on a besoin de cette rigueur pour l'opération du Géoparc de Percé, et c'est ce qu'on a. Alors, en termes de création d'emplois, est-ce que vous avez été capable de projeter une photo à quoi ça pourrait ressembler un peu? Parce que souvent, les gens vont être beaucoup intéressés par cet aspect-là. Qu'est-ce que ça va amener de plus au point de vue de... Parce que non seulement combien d'emplois ça risque d'amener, puis est-ce qu'on parle d'emplois au salaire minimum ou on parle d'emplois un peu plus de qualité, là, sans vouloir dénigrer le salaire minimum? Bon, on sait très bien que le salaire minimum aujourd'hui, c'est pas facile. Non, vous avez tout à fait raison. C'est certain qu'il y aura différentes panoplies de corps d'emploi. Alors, pour répondre à la première partie de la question, au niveau du nombre d'emplois créés, on parle de 26, donc près de 30. Là-dessus, on a 4 employés, là, je n'aime pas utiliser le mot permanent, mais disons à l'année. Donc, 4 personnes vraiment qui sont en rôle de responsabilité, en situation de gestion des chefs d'équipe. Et sous ces 4 responsables-là, on a des équipes comme par département, donc au niveau de l'accueil, au niveau de l'animation, au niveau de l'entretien. Et là, évidemment, il y a tout un plan d'embauche qui doit se décliner avec, oui, de la main-d'œuvre étudiante à salaire minimum, mais aussi des employés réguliers avec des meilleures conditions de travail. Certains pourront travailler 4, 5, 6 mois, si on ajoute peut-être quelques opérations expérimentales au niveau de l'hiver, quelques semaines aussi en période hivernale. Donc, ça fait, comme on dit, une belle courbe normale, une belle forme de cloche. Certains vont avoir des longues périodes d'emploi, d'autres un peu moins. Mais avec 26 employés, ce qu'il faut tout d'abord créer, c'est le cadre, le plan d'opération, le plan d'embauche
et la structure au niveau de l'emploi. Mais dans les prévisions qui ont été faites dans le plan d'affaires qui a été rendu public lors des consultations publiques il y a 1 an, ce qu'on comprend, c'est que les revenus du projet permettent une opération avec des gens qui sont des travailleurs, avec des conditions de travail, je dirais, basées sur les conditions du marché en moyenne au Québec, là, des standards. Donc, c'est pas basé sur le bénévolat, c'est pas basé uniquement sur de la maison, sur de la main-d'œuvre étudiante. Alors, on a il y a des emplois de qualité. Est-ce que vous avez des chiffres au niveau des projections que vous faites en ce qui concerne les revenus? J'imagine que oui. À un certain moment donné, il a fallu bâtir un modèle financier. Tout à fait. Donc, pour faire des chiffres ronds, grosso modo, si on prend les 3 principales sources de revenus, que sont les entrées au pavillon en montagne, le stationnement et les revenus du camping, on parle d'environ... Et à ça s'ajoutent d'autres services, randonnée guidée, vente de produits dérivés, salon de thé, etc. Mais si on se concentre, l'ensemble, on parle d'environ 1 million annuellement. Donc, c'est quand même une opération qui est substantielle. Et ça comprend aussi tout un service de navette qui sera à intégrer dans l'opération du géoparc. Donc, on ira vers les entreprises d'hébergement, on ira chercher les clients et on pourra les amener en montagne à bord de véhicules identifiés et adaptés pour l'occasion. Alors, dans les 26 emplois que je vous parlais tout à l'heure, ça ne compte pas les emplois liés à l'opération du service de navette. Alors, donc, des emplois de plus pourraient être ajoutés. Et puis, j'imagine que vous vous inspirez un peu sur le nombre de personnes qui passent à Percé chaque été pour pouvoir arriver à ces chiffres-là. Hein? Tout à fait. Donc c'était... Ma sous-question, dans le fond, c'est réaliste ce que vous présentez vraiment. Donc, l'étude... Ou du moins, ça vous paraît réaliste. Oui. L'analyse qui a été faite par les consultants qui ont travaillé au plan d'affaires, ils se sont basés sur, effectivement, la clientèle touristique à Percé, donc les chiffres de fréquentation dont on dispose. Et ils ont ciblé aussi, ils ont comparé avec d'autres attraits majeurs en Gaspésie. D'accord. Donc, on pense à d'autres sites dédiés à l'interprétation du patrimoine, nos institutions muséales. Bon. Et on voit qu'on a une fréquentation à près de 40 000 visiteurs. On a quelque chose qui est une bonne moyenne entre peut-être les attraits les moins populaires et les attraits vedettes que sont les parcs nationaux qui vont scorer à 100, 120 000 jours visites par année. Alors, à 40 000, c'est un chiffre qui est réaliste. Et sans faire de jeu de mots, ce qu'on veut, c'est que ça soit un incontournable. Donc, que quand les gens viennent à Percé, ce soit pratiquement impossible de ne pas faire ce circuit-là. Et vous faites un lien intéressant, c'est que ça rappelle aussi l'importance, la pertinence d'avoir les gens d'affaires partenaires dans le projet et particulièrement les grosses entreprises d'hébergement. Pourquoi? Parce que ce sont dans les campings et les hôtelleries, les auberges, les organisations qui accueillent beaucoup de clients. De les avoir comme partenaires, ils vont passer le message à répétition auprès de tout ce bassin de clientèle auquel ils ont accès, d'aller visiter l'attrait nouveau, qu'est le Géoparc, pour que les gens décident ensuite de peut-être, qui sait, prendre une nuit de plus dans le secteur de Percé. Alors tout ça est motivé par un désir de rétention de la clientèle qui visite Percé. Ça, c'est bien dit, en rétention, et puis de garder les gens plus longtemps et d'amener un aspect différent, un aspect de plus à la visite de Percé qui a toujours été historiquement concentré sur notre fameux rocher. Exactement. Donc, c'est un produit, c'est une expérience un produit de plus qui s'ajoute au très classique Tour de l'île, Bonaventure, qui fonctionne bien, qui fonctionne depuis des années. Mais qu'est-ce qu'on dit à un touriste qui dit « Moi, je suis déjà venu 5 fois en 20 ans et je l'ai fait le tour de l'île. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à Percé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à faire? » On offre quelque chose de plus, quelque chose de nouveau pour ceux qui reviennent et quelque chose de plus pour ceux qui sont en train de choisir s'ils vont venir à Percé ou même s'ils vont venir en Gaspésie. C'est un projet qui va contribuer à tout ce qui est régional. Donc, oui. J'en discutais un peu en début d'entrevue, je vais quand même revenir là-dessus, c'est très important. Excusez-moi, il y a quand même une vision de développement des activités touristiques sur une plus longue période, où vous êtes quand même un peu donné cette mission-là, sans promettre d'être ouvert 12 mois par année, du moins travailler à essayer d'offrir quelque chose en période hivernale, d'où ce que vous disiez tout à l'heure en ce qui concerne les employés qui vont travailler sur une période plus longue dans Exactement. Il faut être réaliste, il faut être sérieux, même
sur la Côte d'Azur en plein mois de novembre, c'est bien tranquille. Oui. Mais il y a du potentiel là, sur la montagne. Là. Exactement. À Percé, c'est ça, faire le tour de l'île sur la glace, c'est pas évident, mais en la montagne, l'hiver, c'est paradisiaque ce coin-là. Là. Exactement. Ouais. Et on a déjà un bassin d'amateurs d'activités de plein air en hiver qui est en Gaspésie, qui est dans le secteur des Chic-Chocs, dans le secteur de Murlockville. On a déjà, la Gaspésie en tant que région a déjà pris sa place au niveau du tourisme hivernal. Alors, il s'agit de les amener à Percé. Et donc, ils ont déjà fait la majorité du chemin. Il faut profiter de ça et les amener ici. Et d'avoir eu, il y a 2 semaines, la reconnaissance d'être mentionné à plusieurs reprises dans la stratégie d'intervention du gouvernement du Québec pour le développement de la Gaspésie. Donc, l'annonce... Pour les gens à la maison, lorsque Pauline Marois est passée à Bonaventure il y a 2 semaines... Exactement. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a eu une conférence de presse pour faire suite. Hein, il faut être conséquent aussi avec les projets qui ont été présentés à Mme Marois. Donc, le projet de Géoparc a été mentionné et fait partie très clairement de la stratégie d'intervention gouvernementale. Alors, c'est de bon augure pour les demandes de financement et pour l'avancement du projet. Donc, le tout est quand même très bien lancé. Ça va bien. Pourquoi avoir parti de Percé l'incontournable, qui était le nom officiel au départ? Là, maintenant, on parle de Géoparc. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi un géoparc, on parle de quoi et quel est l'ensemble de la stratégie derrière cette appellation-là qui a un sens très important au niveau international, je crois. Tout à fait. Donc, un bref retour sur Percé l'incontournable qui regroupait différentes composantes. Vous vous rappelez, lorsqu'on avait eu les capsules ici, qu'on en avait parlé, je parlais souvent de 5 axes. 5 composantes importantes. Le Géoparc, le projet de parc régional à Percé, en reprend quelques-unes. Donc, que ce soit d'aménager justement le parc régional en montagne, de rehausser les standards, d'en faire un attrait majeur, ainsi que d'agir sur la problématique stationnement. Ce sont 2 éléments importants de ce qui était Percé l'incontournable. Donc, c'est comme une espèce de morceau qui se détache du tronc commun, qui a trouvé un promoteur qui le prend en charge. Il y a des investisseurs qui se sont appropriés ce projet-là. Donc, on est vraiment passé de l'étape concept, qui était Percé l'incontournable, à l'étape projet. Et on a un des projets issus de Percé l'incontournable. Les autres sont toujours là, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de promoteurs qui ont relevé ces différents défis-là. Et ce n'est pas nécessairement le sujet de la capsule aujourd'hui, mais pour revenir au parc régional, qui reprend quand même des éléments importants du concept de développement touristique original, le parc régional est là. C'est le même projet qu'il y a 1 an, présenté en consultation publique, mais on a choisi de lui donner une saveur particulière, une façon de le mettre en marché en l'appelant Géoparc, qui est une appellation reconnue au niveau international. Donc, qu'est-ce qu'un géoparc? J'ai la définition ici sur mon petit bout de papier. Je vous le lis brièvement. Oui. Il s'agit d'un territoire qui comprend un certain nombre d'entités géologiques d'importance particulière, soit pour leur rareté ou simplement leur beauté représentative. Donc, c'est tout à fait le mont Sainte-Anne, le mont Blanc à Percé. On pense à tous les points de vue qu'on a ou des accès vers des sites comme la grotte, la crevasse. Tout ça sur le territoire, on a ces particularités exceptionnelles sur le plan géologique, on les a. Il doit aussi y avoir sur ce territoire-là une signification écologique ou archéologique ou historique ou culturelle. Ça aussi, au sein du Géoparc de Percé, on est facilement capable de défendre la pertinence d'avoir ce type de territoire-là, que ce soit par rapport aux plantes rares qu'on a. Ce qui est déjà acquis. Exactement. Donc, au niveau des espèces de plantes menacées que le Géoparc contribuera à protéger. On pense à la grive de Bicknell, qui est un oiseau aussi qui est susceptible d'être désigné menacé selon le gouvernement du Québec. Donc, encore là, le statut de protection va contribuer vraiment aux problématiques environnementales du site. Évidemment, au côté historique et culturel, la vue de Percé à partir de la montagne, c'est tout le patrimoine du village de Percé qui se dévoile. On voit tous les bâtiments historiques, on voit évidemment la mer, l'île Bonaventure. On peut facilement mettre en valeur toute l'histoire du peuplement de la région de Percé. Et même au niveau de la culture, je dirais plus contemporaine, on peut intégrer des aspects très intéressants
aussi. Même au niveau religieux, hein? Oui, tout à fait. Un peu de patrimoine religieux sur le site qui est pas à négliger. Alors, l'autre mention importante par rapport à un géoparc, c'est l'importance, la contribution du projet de géoparc, que ce soit à Percé ou ailleurs dans le monde, l'importance que ça a au niveau de l'économie locale, du développement économique local. Et on en a parlé tout à l'heure par rapport au plan d'affaires. Ça fait vraiment partie, c'est une partie forte de notre projet. Il est géré par des gens, par des entreprises d'ici. Il crée des emplois ici. Il est administré localement. Alors ça le distingue très nettement de, par exemple, la réalité des parcs nationaux qui sont un autre contexte de fonctionnement. Alors, l'UNESCO, quand elle reconnaît, quand elle donne cette reconnaissance géoparc, quand elle fait adhérer ce nouveau territoire-là dans le réseau mondial des géoparcs, elle regarde ces critères-là. Mais pour être reconnu comme géoparc, certains diront c'est l'œuf et la poule, mais pour être reconnu, il faut déjà exister, il faut être constitué, il faut être en opération, il faut accueillir des touristes ou des gens de la communauté, il faut avoir des employés, il faut avoir une identité, une existence propre. C'est pour ça qu'on doit travailler les deux simultanément, créer le parc régional et demander le statut de géoparc. Ça se fait en même temps. Et vous croyez avoir tous les outils nécessaires pour être reconnu en tant que tel, mais ce n'est pas quelque chose... Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qu'on peut dire qui est comme acquis à partir du moment où ça va être en opération, ou il devra avoir une étude de leur part? Effectivement, il y a une analyse de dossier. Ce qui aide, je pense, énormément, c'est qu'actuellement, il y en a peu au Canada. Il y a un site reconnu, il n'y en a aucun au Québec. Et c'est certain qu'au niveau de la région de Percé, tout ce qui est d'intérêt géologique, on a quelque chose de très particulier. La Gaspésie, même à l'échelle canadienne, je pense aux travaux du géologue McGarrigle dans les années 30, 40 et 50, lorsqu'il était à la Commission géologique du Canada. Alors, un monsieur du Canada anglais qui venait régulièrement en Gaspésie pour diverses analyses, pour caractériser les sites. La Gaspésie, c'est un terrain de jeu pour les géologues depuis des décennies. Alors, défendre la pertinence d'un géoparc à Percé, c'est pas si difficile que ça. On a énormément de potentiel à ce niveau-là. Donc, les premiers contacts ont été faits. La demande est en cours d'élaboration actuellement. Et il faut évidemment, il faut l'essayer, hein, il faut aller de l'avant et on devra s'adapter. Le pire qui peut arriver, ce serait un refus ou qu'on nous inviterait à modifier la demande. N'empêche qu'on aura toujours, malgré tout, un attrait majeur à Percé. On n'aura pas été perdant à ce niveau-là. Et d'être reconnu, hein, ça donne un avantage aussi à l'international, hein, parce qu'on devient... Oui, cette reconnaissance-là... On est déjà connu, mais c'est cette reconnaissance-là, effectivement, quand on vient le temps de parler à un touriste d'ailleurs dans le monde, l'appellation parc régional, elle aide pas beaucoup à faire de la mise en marché. Les gens ont l'impression qu'il y a comme une hiérarchie dans les parcs, qu'un parc national, c'est comme au-dessus de la pyramide. Ensuite viendraient des parcs d'État ou des parcs provinciaux. Et sous ça viendraient des parcs régionaux et municipaux. C'est pas le cas. C'est souvent une question de... moi, j'ai visité l'été dernier des très beaux parcs d'État américains qui n'étaient pas des parcs nationaux et ils surpassaient les parcs nationaux, des fois par rapport à la beauté des paysages ou la qualité du service ou tout ça. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une hiérarchie, il y a une gradation, mais souvent aux yeux du touriste, il y a le petit préjugé, si c'est un parc national, c'est mieux. Donc, la simple mention parc régional, on peut pas baser une mise en marché là-dessus. C'est pas assez fort. Il faut trouver un autre nom. Ça, c'est vraiment important. Puis je vous dirais, c'était une des recommandations lors du dernier colloque des parcs régionaux du Québec. Il y avait un panel d'experts et d'entrée de jeu, un des experts a dit vraiment, si vous voulez du succès dans le domaine des parcs régionaux, changez de nom. Alors, ça avait fait rire tout le monde dans l'assistance, mais c'est une réalité qui est là. Géoparc, c'est un territoire qui est reconnu internationalement et c'est pas juste un buzzword de marketing. C'est aussi le fait qu'actuellement, dans le domaine du tourisme durable, les gens qui voyagent souhaitent voir des attraits qui sont authentiques et qui sont très bien intégrés dans leur communauté. Donc, en visitant le Géoparc de Percé, c'est de rencontrer
des gens de Percé à l'œuvre, c'est de rencontrer des travailleurs de Percé ou de la MRC Rocher-Percé, des gens d'affaires du coin. Donc, c'est une signature qui vient valider que l'attrait comme tel est vraiment permet une implication des gens de la place, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres types d'attraits. On pense à certaines grandes destinations au niveau international, on les visite et dans le fond, on découvre, après avoir fait du bungee, du deltaplane, de la plongée sous-marine, on découvre qu'on est en train d'encourager des investisseurs américains pendant qu'on est dans les Caraïbes. Donc, la préoccupation du touriste, c'est de dire « je veux contribuer à l'économie locale » et le géoparc est une garantie de ça. Donc, du tourisme proche du milieu dans lequel les gens vivent et sont impliqués. Mais je pense que dans la définition que vous avez fait tout à l'heure, écologique, archéologique, historique et culturel, là, on vient d'appuyer ce que vous venez d'avancer. Alors, quelles sont les prochaines étapes? En fait, je vous rappelle qu'au niveau du financement, c'est une période plutôt d'attente et de représentation. C'est important. On a eu une belle reconnaissance avec le plan Marois, mais on a besoin malgré tout de rappeler qu'on est là, que le projet avance, qu'on est prêt à la phase réalisation. Donc, c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Pendant les semaines qui suivront, la ville de Percé devrait compléter l'étape d'acquisition du camping Baie de Percé. Ça devrait s'officialiser entre le gouvernement et la ville de Percé. Et bien sûr, il faut que la ville et la coopérative entérinent cette entente de délégation de gestion. Alors, je le rappelle, la ville va demeurer propriétaire du camping et la coopérative aura le mandat de l'opérer et de l'aménager adéquatement pour le bien du projet et des objectifs aussi de la ville, bien certainement. Et il faut être clair par rapport à l'importance du financement qu'on attend aussi. Oui, donc on est vraiment à la croisée des chemins actuellement. Si on aurait un refus au niveau du financement ou tout délai supplémentaire qui s'ajoute va retarder d'autant la phase de réalisation. Alors, on est un petit peu dépendant à ce stade-ci par rapport aux réponses qu'on attend du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Dans un monde idéal, est-ce qu'on peut se permettre de donner un petit calendrier, du moins de ce que vous souhaiteriez en tant que participant au projet et au niveau de la coopérative en tant que telle? Est-ce qu'on peut donner un petit calendrier parce qu'il y a quand même des objectifs? Allons-y en étant extrêmement positif. Là. Bon, supposons que lundi prochain, le téléphone sonne et puis on a des réponses positives de nos partenaires financiers, de l'ensemble des partenaires financiers. Oui. On va dire ils se sont tous parlé, ils sont tous d'accord. Et d'un coup sec, un appel téléphonique qui confirme tout. Je pense qu'on peut facilement prévoir une inauguration du parc régional en juin 2014, mais l'inauguration ne sera pas pour l'ensemble des infrastructures. Ce sera une première partie d'autres réalisations qui demandent plus d'efforts au niveau de la construction de nouvelles infrastructures. Ça irait plutôt à l'été 2015. Mais je pense qu'on pourrait, si on avait des annonces rapidement, déjà accueillir des premiers visiteurs dans ce nouveau parc régional. Donc, on parle d'un superbe de beau projet. Hein? C'était très intéressant de discuter de tout cela avec vous ce matin à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Mais là où j'aurais un intérêt, moi, c'est que ça arrive, cette bonne nouvelle-là. J'espère que vous allez vous faire un devoir de venir nous rencontrer ou de nous donner la bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'on en discute. Et puis, c'est un projet au point d'importance pour la MRC du Rocher-Percé. Et je dois vous dire aussi qu'actuellement, les coopérants ont tous déjà versé leur investissement dans un compte spécifique dédié à ça. Donc, chacun des investisseurs s'est privé de 10 000 $ qui auraient pu faire d'autres choses avec. Alors, ça vous donne à quel point le projet est attendu. Et oui, vous pouvez être certain que lorsqu'on aura des confirmations, la coopérative va être très fière de les annoncer et d'amorcer les travaux pour avancer vers la réalisation et l'ouverture au public en juin 2014. Merci beaucoup, M. Chartrand. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR.
Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur Facebook. On se laisse sur des images du lancement du livre « Je raconte Claude Duguay ». Nous sommes en mode estival, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission « Reflet d'ici estival ». À la semaine prochaine. Ah ouais. Je vous ai parlé de Et nous remettons la parole à Madame Micheline Leblanc. À toi, Micheline. Merci, Claude. Bonsoir, tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde, on a juste un petit moment en vous. Silence, s'il vous plaît. Oui. Un instant. Ça parle en arrière. M'entendez-vous? Je vous entends, moi aussi. Bon, bonsoir et merci beaucoup d'être ici. Franchement, je suis très touchée et je suis certaine que le raconté et le raconteur doivent être très heureux, ainsi que les épouses, Lorraine, l'épouse de Claude, et avancez-vous donc les femmes, là, et Thérèse, l'épouse de Ronald Bérubé, l'auteur. Franchement, là, je suis... je ne sais pas quel feeling que j'ai, mais je crois que tous ensemble, on a un petit effet spécial dans nos cœurs. On est heureux. C'est un genre de retrouvailles. Il y en a beaucoup qui ont connu Claude, le docteur, le jeune garçon, le docteur, ensuite l'ophtalmologiste. Et puis, lorsqu'il m'a parlé, moi je vais faire secours parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit passer après nous. Lorsqu'il m'a parlé qu'il écrivait un livre, j'ai été la plus surprise. Et puis, au fur et à mesure que ça avançait, j'ai vu que Claude Duguay, il y avait beaucoup de choses à dire et que son livre, il est très intéressant et surtout très croustillant. Alors, sans plus tarder, j'invite Claude, le docteur Duguay, ainsi que son auteur, M. Ronald Bérubé. Il ne faut pas dire Rénal, mais Ronald. Je pense que je vais commencer parce que quand je vais passer le micro à Ronald, il n'y aura plus de fin. Je suis un peu salaud. Je verbalise un peu moins que lui. Et je verbalise un peu moins bien que lui aussi. De toute façon, écoutez, je ne voudrais pas oublier personne. Hein. Je vais commencer par Micheline, qui il y a à peu près 2 mois de ça. Quand le livre est sorti, je lui ai demandé si elle acceptait de faire un petit peu de publicité auprès des gens que je connais pour faire ce lancement. Puis elle a accepté d'emblée, elle n'a jamais hésité.
Et puis, je remercie tout de suite, là, pas de l'oublier. Puis, ben, à vous tous qui êtes là, mon cœur bat un petit peu vite. Je suis très ému que vous soyez là. J'ai connu plusieurs d'entre vous, la grande majorité, que je connais, je vois, je visualise, mes cousins et d'autres personnes. Quand j'étais en médecine générale en Gaspésie, il y a M. Donald Steven qui est là, qui me racontait des choses en 1966. Bon, ça fait un bon bout. Le docteur David qui était là aussi. On pratiquait en même temps, quand j'étais à la médecine générale ici. Ça a été dans les plus beaux moments de ma vie, c'est ici, le temps que j'ai passé ici. Et après ça, la spécialité, puis la consultation ici depuis 50 ans. J'ai toujours voulu. Je m'étais allé en spécialité pour venir en région, pour offrir un service qui n'était pas offert avant moi, en ophtalmologie. J'avais choisi l'ophtalmologie, c'était un petit peu, c'était pas un choix. Ça a été dans toutes les spécialités. Quand j'ai décidé d'aller en spécialité, je ne voudrais pas trop vous ennuyer, là, mais je vais vous ennuyer un petit peu, pareil, mon Quand j'étais ici en médecine générale, j'assistais le docteur Bessette, Donald est là encore. Et puis, je voulais aller en chirurgie générale. J'étais un petit coq, là, un petit coq timide. J'étais un petit coq pareil. Puis le chirurgien, ben, c'était le coq en médecine. Mais à la fin, j'avais décidé, non, je n'étais pas intéressé à ça. Puis je en discute avec le docteur Zistrom, qui était ici, un bon médecin. Il dit, pourquoi tu n'en vas pas en ophtalmo? Ben là, je suis parti à rire. Il dit, tu fous, toi? Il dit, l'ophtalmo. J'ai dit, ouais, c'est une graine dans l'œil, c'est tout, là. Il n'y a rien là. Ça fait que, étant donné que je ne savais pas où aller, à un moment donné, ça a pris 15 jours, puis j'ai décidé d'aller voir, en tout cas, en ophtalmo. Je n'aime pas ça, on va revenir. Mais là, ça fait depuis 1970 que je suis en ophtalmo. Puis je suis encore émerveillé quand je regarde les gens dans les yeux. C'est à peu près la plus belle spécialité qu'il y a. Des beaux, là. Oh, t'es pas gentil, toi. Puis, voilà. Dans le cheminement de notre rencontre avec Renal, je vais lui laisser le plaisir de raconter ça un peu. Renal est capable de faire une belle petite synthèse. Puis, maintenant, je vous remercie infiniment d'être venu à ce lancement. On peut dire que c'est un succès. Puis, OK, mais là, avant de finir, maintenant, j'ai un mot à dire. Parce que là, le hockey, le livre est pas mal axé sur le hockey. On m'a tellement vanté comme joueur, puis des fois, ça me rend malade. Là. Je me demande si j'étais vraiment bon. Puis, mais ici, là, il y a ici, là, il y a John Baker. Puis, il y en a d'autres. Gilles Odette. Puis, il y a Gazin. Il essaie de le tuer, là, c'est l'autre. Puis, il y a assez de joueurs, d'anciens joueurs, à cette période-là, qu'on pourrait former peut-être une équipe de hockey ici. Là. Et on va y penser, peut-être que je reviendrai pour vous. Ah oui. Là, je voudrais. Je vois une personne qui a été très importante dans notre livre. Là. Puis c'est mon cousin Léa. Là. Je veux le remercier beaucoup. Léa a été. Une personne ressource la plus importante dans notre livre. Là. Et puis encore aujourd'hui, il me fournit toutes sortes de. À chaque fois que je le rencontre, il y a tout un petit document de données. Là. Qui aiguise ma curiosité, là, puis me rend malade quasiment. Ça fait que je vais finir avec ça. Merci à mes autres cousins aussi, Georges puis Jean-Paul d'être venus. Ça me rappelle tous nos souvenirs de 7, 8 et 9, 10 ans quand j'allais passer une partie de l'été à Port-Beau, puis
avec Georges, là, on tuait des goélands. On avait du fun. Ça, on fait plus ça maintenant, là. Je vous passe Ronald. Il a la parole assez facile, vous allez voir. Merci beaucoup, hein? Bravo, bravo, bravo. Bonsoir. C'est toujours comme ça avec Claude. Hein? Il me présente en disant que s'il ne parle pas le premier, j'aurais pris tout le temps de micro qui est disponible. Puis à la longue, il finit toujours par parler plus que moi. Alors, comme j'ai la réputation d'être bavard, je vais être bref. Je vous dirais que j'ai connu Claude Duguay de Chandler, parce que Claude est d'abord un gars de Chandler. Si tu lui demandes s'il est québécois ou canadien, il dit « je suis gaspésien de Chandler ». Bon, j'ai connu Claude Duguay de Chandler à Bathurst, Nouveau-Brunswick, en 1956. Il faisait partie des grands, je faisais partie des petits. Maintenant, je tiens à lui dire que j'ai 5 ans de moins que lui. Ce qui fait que si je suis le jeune, vous devinez comment on peut dire ce qu'il est. De nous deux, bien sûr, pas en soi. Bon, quand je suis arrivé au collège en 56, c'était évident, très rapidement, les gens ont su que j'aimais beaucoup le hockey, puis là, on m'a parlé de Claude Duguay. Je ne l'avais pas encore vu, là. Quand je l'ai vu le long de la bande, sur une patinoire extérieure, on se mettait à la tête de même pour le regarder jouer. C'était un grand. Okay? Puis à partir de là, tu développes une admiration fondée sur le hockey d'abord, mais en plus de ça, il a été le premier maire. Dans la famille Duguay, vous noterez, il y a une tradition de maire des deux bords. Okay? Bon. Alors, il est devenu maire de la cité universitaire à Bathurst. Ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est quand nous sommes arrivés, ma famille, Thérèse, les enfants et moi, à Rimouski. Nous avons appris qu'il y avait là un ophtalmologiste du nom de Claude Duguay. Je me suis informé si c'était le Claude Duguay. On m'a dit que oui. Alors, il est devenu ipso facto l'ophtalmologiste attitré de la famille. Deuxième étape, c'était ça. Quand j'allais voir Claude, d'ailleurs, ça arrivait souvent que la secrétaire ou Lorraine doivent cogner à la porte et viennent dire à Claude, il y a d'autres patients qui attendent. Parce qu'on était perdus dans nos souvenirs de collège. Troisième étape, c'est en 2007, quand il me demande d'écrire le livre que vous avez entre les mains. Il a été très patient, ce qui n'est pas dans ses habitudes habituelles. Parce que je lui ai dit, Claude, oui, ça va, ça m'intéresse. Un petit est toujours intéressé, un ancien petit est toujours intéressé à savoir ce qui est devenu un ancien grand, tu sais, bon. J'ai dit, oui, mais il faut t'attendre 3 ans, parce que j'avais des choses promises pour les 3 prochaines années. J'ai dit, est-ce que ça te convient? Sa réponse a été admirable. Il dit, si je n'ai pas le choix. Un gars qui n'a pas le choix, il s'en rend compte. Bon, et à partir de là, on a travaillé. Je l'ai enregistré pendant un certain nombre de séances. Et puis après ça, je me suis mis à écrire. J'ai rencontré des gens de son entourage. Je suis venu à Chandler. Si vous saviez Duguay, quand il te fait visiter Chandler, tu as l'impression que ça lui appartient. Ça fait partie de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Ça a été extrêmement plaisant. Et parmi les gens qui m'ont fait rencontrer, d'ailleurs, il y a quelqu'un que vous devez connaître, M. Brotherton, qui malheureusement n'est plus là. J'aurais souhaité qu'il soit là. Je n'en parle pas sans émotion. C'est un homme extraordinaire. Et c'est de valeur qu'il ne soit pas là. L'autre personne qui a été extraordinaire, c'est Déa. On l'a souligné tout à l'heure. Et là, je vais vous dire ceci. J'ai été prof pendant 40 ans. Alors, j'ai été prof pendant 40 ans. Alors, prof un jour, prof toujours. À la page 173 du livre, il y a une erreur. Qui me l'a souligné, devinez donc, c'est Déa. C'est plutôt vers le haut de la page, c'est marqué 1880. Il sera fermé en 1964, c'est un magasin Robin, acheté par Armand Duguay en 65. C'est pas Armand, c'est Clermont Duguay.
Merci, Déo. Je corrigeais mes étudiants, j'aime qu'on me corrige. Merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. C'est un plaisir de rencontrer, comment dirais-je, le cercle rapproché de Claude. On dit ça en politique maintenant. Merci beaucoup.